La bourse comporte des risques, on le sait. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes hésitent à se lancer. L'une des clés pour diminuer le risque, c'est la diversification. Imaginez, si vous placez 50 000 € sur une seule entreprise, tout repose sur elle. Si elle chute, vous chutez avec elle. Par contre, si vous répartissez ces mêmes 50 000 € sur des dizaines ou des centaines d'entreprises différentes, la chute éventuelle de l'une d'entre elles aura beaucoup moins d'impact. C'est un principe de bon sens, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça paraît évident, mais c'est une évidence qui change tout en bourse. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur cette chaîne, on parle d'investir avec une stratégie passive ETF basée sur ce principe de diversification. Mais attention, pour la diversification, il n'y a pas que le nombre d'entreprises qui compte. Par exemple, si vous construisez votre portefeuille uniquement avec le Nasdaq 100, qui contient 101 entreprises exactement à l'heure actuelle, vous êtes en réalité très concentré sur un seul secteur, la technologie. Et l'histoire montre que c'est très risqué. Après l'explosion de la bulle Internet en 2000, il a fallu attendre 15 ans pour que le Nasdaq retrouve son niveau d'avant-crise. Donc si vous deviez commencer à consommer votre argent juste à ce moment-là, vous perdiez une grande partie de vos efforts. C'est pour éviter ce genre de mésaventure qu'on construit la base de son portefeuille ETF avec des indices larges et diversifiés. Et dans ce rôle, dans l'ETF principal de base de votre portefeuille, deux noms reviennent souvent, le S&P 500 et le MSCI World. D'un côté, le MSCI World semble plus diversifié et donc plus adapté comme base. Mais d'un autre, le S&P 500 paraît plus performant. Alors, faut-il privilégier la diversification ou miser sur la puissance économique du S&P 500? C'est exactement ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo, en comparant les deux indices à travers plusieurs critères très précis. Et on va voir à chaque fois qui sort vainqueur. Comme d'habitude, vous pourrez télécharger en bonus un fichier PDF complet, donc vous retrouverez le tableau avec tous les critères, donc le MSCI World vs le S&P 500 pour avoir tout ça en vision d'un seul coup d'œil. Vous pouvez le télécharger maintenant, c'est le premier lien dans la description, ce sera aussi plus simple pour vous de suivre cette vidéo. Vous avez aussi une liste des 3 meilleurs ETF S&P 500 et MSCI World à la fois sur CTO et sur PEA dans ce fichier bonus qui est inclus, ainsi que d'autres ETF qui peuvent servir de base de portefeuille et on parlera de ces autres ETF à la fin de la vidéo. Vous pouvez les retrouver aussi dans le tableau. Donc tout ce fichier bonus, c'est le premier lien dans la description pour le télécharger immédiatement. Critère numéro 1, c'est la diversification géographique. C'est le point fort du MSCI World car il couvre pas moins de 23 pays développés. C'est donc un avantage car le risque est réparti entre plusieurs économies. En revanche, le SP 500, lui, contient uniquement des entreprises américaines. C'est donc un indice plus risqué car il est concentré sur un seul pays, même si c'est la première économie mondiale. Maintenant, si on tient compte de la diversification économique, c'est-à-dire de l'exposition réelle des entreprises, on voit que le S&P 500 contient beaucoup d'entreprises qui réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires à l'international. Sur le graphique, vous avez le top 10 des entreprises du S&P 500 qui ont 50% ou plus de leurs revenus hors USA. Par exemple, McDonald's, 65% hors USA, donc 40% de ses revenus se font en Europe et dont la France est le deuxième marché après les US. Ou Tesla, 50% hors US, dont 30% des revenus qui se font en Chine. Donc même si l'indice est américain, on peut dire que son exposition économique est mondiale. Ce qui nous amène au deuxième point qui est l'exposition aux GAFAM. Étant donné le poids croissant des GAFAM depuis plus d'une décennie, c'est un critère qu'il faut aujourd'hui prendre en compte car il peut y avoir une réelle incidence. Alors pourquoi cette exposition progresse dans les indices? Parce que dès le départ, l'objectif du S&P 500 était de créer un indice qui reflétait l'économie des États-Unis. À partir de 500 entreprises sélectionnées pour leur représentativité du marché boursier américain. Donc contrairement à son prédécesseur le Dow Jones, le S&P 500 a été pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Plus l'entreprise est valorisée en bourse, plus elle a de poids dans l'indice. Cela le voit sur l'image qui représente un visuel de la taille relative de chaque entreprise dans le S&P 500. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces géants américains de la technologie occupent une place colossale dans le S&P 500. À eux seuls, ils pèsent près d'un quart de l'indice. Ce qui veut dire que quand vous achetez un ETF S&P 500, la performance de votre portefeuille dépend beaucoup de ces géants. Pour le MSCI World, c'est un petit peu pareil parce que lui aussi est pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Plus l'entreprise grossit en bourse, plus elle prend de place dans l'économie mondiale et plus son poids dans l'indice augmente. Cependant, le MSCI World est clairement moins exposé aux GAFAM, à hauteur de 10% seulement. Ceci car les autres zones géographiques de l'indice viennent mécaniquement réduire le poids relatif de la technologie qui compte pour un petit peu plus d'un quart de l'indice seulement. Alors que dans le S&P 500, ce secteur pèse pour un tiers. Critère numéro 3, la performance.
Quand on regarde la performance sur le long terme, le constat est assez net, le S&P 500 fait mieux que le MSCI World. Depuis 1992, on a une performance annualisée de 8,79% pour le MSCI World, de 10,94% pour le S&P 500. Ce qui est assez représentatif de leurs performances historiques respectives. 8,78% pour le MSCI World, créé en décembre 1987, et entre 10 et 11% annualisé pour le S&P 500 depuis sa création. Mais attention, le fait que le S&P 500 ait une performance supérieure masque en fait des périodes très différentes. Comme celle-ci par exemple qui a eu lieu après l'effondrement de la bulle internet et qui a vu le MSCI World largement surperformer le S&P 500 pendant plusieurs années. Ceci dit, pendant la décennie 2010, si vous aviez investi sur le S&P 500, votre capital aurait fait x5,3 contre x3,8 seulement pour le MSCI World. La raison est assez simple, la domination des États-Unis dans l'économie mondiale et la surperformance de leurs grandes entreprises comme les GAFAM dont on vient de parler et dont on a vu que le S&P 500 était clairement plus exposé. Cette exposition supérieure du S&P 500 lui a donc donné un réel avantage en termes de performance dans ce contexte bien précis d'explosion des GAFAM. Et justement, j'en profite pour venir à un point qui me semble assez important, c'est de bien faire attention dans la réflexion que vous avez sur votre stratégie aux billets de récence. Beaucoup de nouveaux investisseurs, dans une stratégie ETF particulièrement, le sont depuis 2020, voire après. Donc on pourrait dire période post-Covid. Et souvent, ils construisent leur stratégie avec un très fort biais de récence. C'est-à-dire qu'ils construisent leur stratégie en regardant uniquement ce qui s'est passé, on va dire, entre 2010 et le début des années 2020. Il y a des phrases qui illustrent bien ce biais de récence, ceux qui disent par exemple « Moi je suis investi en 100% ETF S&P 500 » ou alors « Inutile d'investir sur les marchés émergents parce qu'ils sous-performent les marchés développés ». Faites bien attention à ça, faites bien attention à ce biais de récence. La bourse est constituée de différentes phases. Si vous regardez ce qui s'est passé entre 2010 et 2020, c'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé entre 2000 et 2010 ou entre 1990 et 2000. Sur un horizon de temps raisonnablement long, entre 10 et 30 ans, on va probablement changer de phase et rien ne dit qu'on ne va pas subir des changements importants, voire même des changements majeurs. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir sur le S&P 500, mais ça veut dire d'être prudent avec les arguments péremptoires qui se basent uniquement sur ce qui s'est passé les 10-15 dernières années. Critère numéro 4, volatilité et drawdown. Alors avant de parler de la volatilité, pour que les choses soient bien claires, je vais faire un petit rappel sur la corrélation puisque j'ai remarqué que certaines personnes confondaient un petit peu les deux. La corrélation, ça veut simplement dire est-ce que les deux actifs qu'on compare évoluent dans le même sens ou pas. Si on compare par exemple le S&P 500 ici en jaune avec le MSCI World en rouge et l'indice Gold Spot en bleu, on remarque que l'or évolue souvent à contre-courant des deux autres. Quand les actions baissent, l'or peut monter et inversement. Donc clairement, l'or n'est pas corrélé aux indices actions. Normal, c'est une matière première. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir un portefeuille avec des actifs différents parce qu'ils ne réagissent pas aux mêmes événements. La corrélation, c'est donc le sens du mouvement. Cependant, ça ne veut pas dire que les mouvements en eux-mêmes ont la même intensité. Et c'est là qu'intervient une autre notion, c'est la notion de volatilité. La volatilité, c'est tout simplement l'ampleur des variations d'un actif, l'ampleur du mouvement. Sur le graphique, je vous ai indiqué un ETF MSCI World en orange, un ETF S&P 500 en rouge et un ETF Nasdaq 100 en violet, pour que ce soit plus visible. Plus un actif est volatile, plus il peut monter haut, mais aussi chuter brutalement. C'est exactement pour ça que la volatilité est un critère essentiel. Elle donne une idée concrète du risque auquel on s'expose. Et pour bien comprendre ce risque, il faut regarder ce qu'on appelle le drawdown, qui est tout simplement la mesure de la baisse maximale qu'un indice a subi sur une période donnée. Autrement dit, jusqu'à où il est tomber avant de repartir. Si je reprends les trois ETF précédents, le ETF MSCI World a des drawdowns moins profonds, bien sûr il baisse comme les autres, mais sa diversification géographique lui permet d'amortir un peu les chocs et de subir des pertes moins importantes. Le ETF S&P 500 a des baisses souvent plus fortes que le MSCI World car sa concentration sur les États-Unis joue dans les deux sens. Quand ça va bien, il monte plus vite, mais en période de crise, il encaisse aussi plus durement. Le ETF Nasdaq 100 est le plus volatile car c'est le plus concentré sectoriellement et géographiquement. C'est donc en comparant la volatilité qu'on voit concrètement le niveau de risque des indices. Si on compare uniquement le MSCI World et le S&P 500 sur 33 ans, le MSCI World est un petit peu plus stable que le S&P 500. Il y a une volatilité qui va de 7,23 à 23,78% avec une moyenne de 13,36%. Le S&P 500 a également une volatilité qui va de 7,33 à 23,70%, donc un écart quasi identique. Cependant, la moyenne est un petit peu plus élevée, 14,29%. D'ailleurs, sur le graphique, on voit bien qu'à 4 exceptions près, la volatilité du S&P 500 est toujours supérieure à celle du MSCI World. Critère numéro 5, ce sont les frais. Ici, je ne parle que des frais de gestion, mais évidemment, il y en a d'autres. Ces frais sont un critère essentiel dans le choix d'un ETF parce qu'ils ont un impact direct et
cumulatif sur votre rendement à long terme. Donc même une toute petite différence de frais peut se traduire sur des milliers d'euros de différence sur une période de 10, 20 ou 30 ans. Tout simplement, comme je vous le disais, il y a cet effet cumulatif, cet effet boule de neige. C'est dû au fait que les TER sont prélevés chaque année, ce qui réduit mécaniquement la performance et donc le bénéfice des intérêts composés. Exemple chiffré avec deux ETF MSCI World, dont un a des frais de 0,12% et un autre a des frais de 0,50%. Petite différence donc de 0,38%, ce qui ne semble pas énorme, mais cependant l'impact des frais sur 30 ans est presque de 56 000 euros. Pratiquement l'équivalent de 2 ans de salaire pour la plupart des gens. Alors c'est vrai que certains ETF ont des frais plus importants en raison de leur composition, comme par exemple les ETF thématiques ou certains ETF obligataires par exemple qui nécessitent plus de gestion. Mais le MSCI World et le S&P 500 sont tous les deux des indices larges. Or en moyenne, les ETF MSCI World ont des frais plus importants que, en moyenne toujours, les ETF S&P 500. En fait, au-delà des stratégies des émetteurs d'ETF, c'est dû à la complexité de l'indice sous-jacent qui nécessite une gestion avec beaucoup plus de paramètres, donc des frais en plus. Un peu le même principe entre les ETF PEA et CTO. En moyenne, les ETF PEA ont des frais plus importants que, en moyenne toujours, les ETF non PEA. Pour les ETF MSCI World comme pour les ETF S&P 500. Et ceci en raison des contraintes réglementaires qui augmentent les coûts pour les émetteurs d'ETF. De plus, sur PEA, l'offre est plus limitée, il y a moins de concurrence et les émetteurs n'ont donc pas besoin de baisser leurs frais et souvent, ils ne le font pas. Critère numéro 6, la diversification des devises. Un autre point souvent négligé, c'est la diversification des devises. Avec le S&P 500, c'est simple, vous êtes exposé à 100% au dollar américain. Donc tout ce que fait le dollar par rapport à l'euro, vous le subissez directement. Attention, parce que historiquement, l'euro était plus fort que le dollar, sauf en 1999, 2002 et 2022. Et ça en raison du fait que la zone euro, avec ses 19 pays, a une économie plus stable que celle des États-Unis sur le long terme. Ce qui fait que sur un investissement à long terme, il y a un risque plus important de perte de change, car quand l'euro est plus haut, vos gains en dollars valent moins une fois convertis en euros. Le MSCI World, lui, est un panier de devises. L'indice reste majoritairement en dollars, vu sa pondération, mais il inclut aussi d'autres monnaies, l'euro, le yen, la livre sterling et d'autres encore. Cela lisse les variations de change. Si une devise chute, une autre peut compenser. Résultat, vos variations liées au change sont plus modérées et il y a potentiellement moins de pertes au moment du change. Critère numéro 7, la simplicité de gestion. Un critère que pas mal de gens peuvent considérer, c'est cette notion de simplicité pour gérer mon portefeuille, mon allocation. Quand vous investissez dans un ETF MSCI World, vous regroupez en un seul produit l'essentiel des grandes zones économiques développées, États-Unis, Europe, Japon, Royaume-Uni, Canada, etc. Bref, c'est comme un pack tout en un qui vous évite de multiplier les ETF. Si au contraire vous partez sur le S&P 500, vous êtes uniquement exposé aux actions américaines. Et si vous voulez vraiment avoir une vision plus globale de l'économie mondiale dans votre portefeuille, il faudra au moins rajouter un ETF Europe et un ETF Japon, voire d'autres comme le Canada. Pas forcément compliqué, mais ça veut dire plusieurs lignes dans le portefeuille, plus de suivi et parfois des rééquilibrages à faire pour garder la bonne proportion entre les zones. Du coup, l'autre force du MSCI World, c'est justement son ajustement automatique. La répartition entre les pays se met à jour en permanence pour refléter la réalité économique. Si les États-Unis prennent plus de poids, le MSCI World leur donne plus d'importance, mais si demain l'Europe ou l'Asie gagnent en influence, la pondération changera aussi, et tout ça sans que vous ayez à lever le petit doigt. Résultat, avec le MSCI World, vous avez une solution plus simple de gestion et qui s'adapte automatiquement à l'évolution de l'économie mondiale. Alors maintenant, je vous propose de voir le tableau récapitulatif. Je vous rappelle que ce tableau récapitulatif des critères entre le MSCI World et le S&P 500, vous pouvez le télécharger, c'est le premier lien dans la description, ainsi que la sélection de tous les ETF. Donc pour résumer, en ce qui concerne la diversification géographique, l'avantage va clairement au MSCI World qui représente 23 pays au lieu d'un seul pour le S&P 500. En cas de crise aux US, il sera moins impacté car la diversification protège du risque spécifique. En revanche, en cas de crise mondiale, il se peut, même si c'est contre-intuitif, que le S&P 500 tire mieux son épingle du jeu parce que les multinationales sont plus flexibles, plus liquides et souvent plus soutenues par les États, comme les banques en 2008. Sur les GAFAM, le MSCI World est de toute façon moins exposé. Donc en cas de crash du secteur technologique ou de ralentissement, de très fort ralentissement, il sera moins touché car moins vulnérable que le S&P 500. Ceci dit, d'un autre côté, la concentration du S&P 500 sur les entreprises locomotives du marché a largement contribué à la bonne performance de cet indice. En ce qui concerne la performance, c'est clairement le S&P 500 qui est le meilleur sur le long terme parce que justement, comme on en a parlé, il profite de l'essor des GAFAM dans l'économie mondiale. Mais attention, comme cette performance est en partie liée à une concentration spécifique aux géants de la tech, les pertes, comme je vous l'ai dit, seront plus importantes en cas de retournement du secteur. Quatrième critère, la volatilité. L'avantage ici au MSCI World, un peu plus stable que le S&P 500. Cependant, cet indice peut lui aussi se montrer très volatile à certaines périodes. Cinquième critère, les frais du S&P 500 qui sont en moyenne inférieurs de 0,14% à ceux du MSCI World. Ceci dit, ça peut cacher des disparités quand on regarde les ETF spécifiquement. Critère numéro 6, les devises. Donc le S&P 500, comme on l'a vu, est très dépendant du
du dollar. Pour cette raison, il est moins intéressant sur ce critère que le MSCI World, car on mise sur une devise historiquement plus faible que l'euro, ce qui est pénalisant au moment du change. Avec le MSCI World, c'est plus équilibré, ce qui réduit l'exposition au risque de change. Et enfin, pour la simplicité de gestion, l'avantage va clairement au MSCI World dans la mesure où c'est un ETF tout en un. En revanche, vous n'avez pas le choix des pondérations, vous êtes obligé de respecter la capitalisation boursière mondiale. Alors maintenant, comment choisir? En réalité, la question, c'est pas tellement de se dire est-ce qu'il faut choisir le MSCI World ou est-ce qu'il faut choisir le S&P 500. La question, c'est plutôt de comprendre dans quel cadre chacun d'entre eux est le plus intéressant. Parce que le point essentiel, c'est qu'aucun de ces deux ETF ne se suffit à lui-même. Tout dépend de votre stratégie globale, tout dépend de votre horizon de temps et tout dépend de votre profil en général. Pourquoi le MSCI World n'est pas suffisant? À première vue, on pourrait se dire justement qu'un seul ETF MSCI World, c'est la solution parfaite, large, diversifiée. Mais il y a une limite importante, cet indice ne couvre que les pays développés. Autrement dit, il laisse totalement de côté les marchés émergents. Et c'est dommage parce que même si aujourd'hui ces marchés ne présentent qu'environ 15% de la capitalisation boursière mondiale, ils concentrent une grande partie du potentiel de croissance des prochaines décennies. Rien ne dit que la Chine, l'Inde ou le Brésil ne prendront pas un poids bien plus important dans 10 ou 15 ans, comme ça a déjà été le cas pendant plus de 20 ans à partir de la fin des années 80. Miser uniquement sur le MSCI World, c'est donc totalement fermer les yeux et fermer donc sa stratégie sur cette possibilité. Maintenant, pourquoi le S&P 500 n'est pas suffisant lui non plus? Comme je vous le disais, on est tous tombés à un moment ou à un autre sur un commentaire YouTube affirmant que cette personne était en 100% S&P 500 all-in S&P 500. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et je dirais même là, au-delà de la question du 100% S&P 500, pourquoi ça ne fonctionne pas simplement d'avoir juste cet ETF en base de portefeuille? Tout simplement parce que construire une stratégie uniquement sur cet ETF en base de portefeuille, c'est augmenter énormément sa concentration. On exclut non seulement les marchés émergents, mais aussi l'Europe, le Japon, bref, tout le reste du monde. Et surtout, il y a un piège, c'est le fait de prendre des risques sans s'en rendre compte. Mettre 100% de son capital sur le S&P 500, c'est pas un pari raisonné, c'est simplement de la concentration. Trop de concentration, qui n'est pas forcément payante sur une longue période. Comme dans ce backtest entre un portefeuille S&P 500 et un deuxième portefeuille composé de S&P 500 plus d'Europe plus d'Emerging Market Asia. Sur les 25 ans de ce backtest, vous auriez gagné 10 000 € de plus avec le portefeuille diversifié, car il est beaucoup moins volatile, donc moins risqué. Donc avoir des convictions, oui, prendre des risques, oui, aussi. Et dans ce cas, pourquoi pas investir sur une petite partie de son portefeuille dans un secteur précis ou sur des cryptos par exemple. Mais la base de son investissement doit rester diversifiée parce qu'aucun marché sur le long terme n'est infaillible. Donc on évite la concentration, on évite de concentrer ses risques, on équilibre ses risques. Les risques, oui, mais on les équilibre. Donc comme je vous le disais, c'est tout à fait ok de prendre certains partis pris dans son portefeuille à condition que ces partis pris soient équilibré, soit fait intelligemment, en gérant le rapport rendement-risque. Pas avec un portefeuille 100% S&P 500 ou encore pire, un portefeuille 50% S&P 500, 50% Nasdaq levier x2. Troisièmement, il faut aussi penser évolution à long terme de votre patrimoine. Souvent, les gens qui affirment qu'ils sont en 100% S&P 500 sont souvent plutôt des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans et qui ont commencé à investir récemment et qui n'ont pas beaucoup d'argent qui est investi. Alors, il n'y a pas de problème avec ça, il faut bien commencer, c'est normal de commencer avec un petit peu d'argent, forcément, mais il faut aussi réfléchir long terme. Est-ce que vous pensez réellement qu'avoir 100 000 € ou 200 000 € investis uniquement dans un ETF S&P 500, c'est une stratégie pérenne? Rien qu'avec 100 000 €, si je reprends l'exemple du portefeuille précédent, c'est pas 9 300 € mais 93 000 € que vous auriez eu en moins sur la même période. Donc la vraie logique à mettre en place, c'est pas d'opposer ces deux ETF, c'est pas de se dire S&P 500 ou MSCI World. La bonne logique, c'est de les intégrer dans une stratégie cohérente, en tenant compte de son âge, de son capital, de son horizon de placement, de ses objectifs, en tenant compte aussi de l'ensemble et du reste de sa stratégie. Parce que suivant sa stratégie, suivant son allocation, tout simplement, on va voir qu'on va partir sur un ETF plutôt qu'un autre. Et puis évidemment, penser diversification aussi bien au niveau des différents ETF actions, mais que aussi au niveau des différents actifs. Maintenant, on va construire un exemple de base de portefeuille. Donc quand on construit son portefeuille, pour tout simplement prendre les risques de la bonne façon, entre guillemets, la meilleure façon de faire, la meilleure façon de construire son allocation, c'est tout simplement de diviser son portefeuille en deux, une base large et diversifiée, et ensuite une partie qu'on pourrait appeler partie de surperformance ou partie de conviction, où là je vais prendre des risques plus affirmés. La base assure la sécurité et la régularité, et la conviction va plutôt affiner votre stratégie, voire refléter des choix personnels. Imaginons une base qui représente 70% du portefeuille, plus une partie de conviction de 30%, à noter que ces parties-là, encore une fois, peuvent vraiment
évoluer. On pourrait très bien imaginer un premier exemple qui s'adresse à ceux qui veulent une stratégie claire, robuste et facile à mettre en place. Cette première base serait constituée de MSCI World Emerging Market et MSCI World Small Cap. C'est la version simple, la version automatique. Le MSCI World assure l'exposition aux pays développés, l'Emerging Market vient compléter en ajoutant la croissance potentielle des pays émergents et le Small Cap apporte une dimension entreprise de demain avec les petites capitalisations. Avantage, tout est déjà intégré dans une logique mondiale équilibrée, peu de choix à faire et peu de suivi. Limite, on subit la pondération telle qu'elle est fixée par les indices sans pouvoir vraiment orienter son portefeuille. Exemple 2, avec une partie base composée de S&P 500, MSCI World ex-USA, MSCI Asia, PEA US Tech, qui conviendra mieux aux investisseurs qui aiment ajuster eux-mêmes les curseurs. Et la version plus active, entre guillemets, et plus modulable, le S&P 500 concentre la force du marché américain, le MSCI World ex-USA équilibre en intégrant les autres pays développés, le MSCI Asia permet de cibler une zone en forte croissance, le PEA US Tech ajoute une dose d'innovation et de dynamique sectorielle. Avantage, plus de contrôle sur la répartition géographique et sectorielle, limite, demande un petit peu plus de gestion et de suivi qu'une base unique type MSCI World. Et maintenant on va terminer avec des ETF alternatifs de base de portefeuille. Vous pourriez également choisir ces ETF pour créer une partie de base de portefeuille, voire toute votre base de portefeuille. Le premier, c'est le MSCI ACWI, un seul ETF qui couvre pays développés plus pays émergents. Avoir un ETF MSCI ACWI permet de simplifier l'allocation, mais ne suffit quand même pas, parce qu'il n'y a pas d'exposition aux petites capitalisations, mais c'est déjà très important comme représentation. Ensuite, justement, vous avez le MSCI ACWI IMI, un tout en un minimaliste, puisqu'en plus de l'ACWI, il inclut les small cap. On a un vrai panorama mondial de la grande multinationale à la petite entreprise locale. L'avantage, c'est que c'est probablement le plus diversifié et qu'il peut tout à fait servir de base de portefeuille. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ces ETF et comme le MSCI ACWI, ils ne sont pas accessibles sur PEA. Et enfin, le MSCI World ex-USA pour ajuster parfaitement ce que vous voulez en termes d'ETF qui ne sont pas sur les USA. Il couvre tous les pays développés sauf les États-Unis. Donc l'avantage, c'est qu'il permet d'équilibrer un portefeuille déjà très orienté sur les US. Cet ETF est donc surtout utile en complément pour réduire un excès d'exposition aux États-Unis. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné des pistes et qu'elle vous aura éclairé sur un choix éventuel et peut-être probable, je dirais plutôt un choix probable que vous posez pour la base de votre portefeuille. Donc si vous voulez avoir toute la vidéo en résumé avec toute la sélection d'ETF et le tableau récapitulatif complet pour vraiment pouvoir réanalyser les éléments et faire votre propre choix comme ETF principal de base de portefeuille, c'est le premier lien dans la description, je vous laisse télécharger ça, c'est gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour la prochaine, salut!